Une fille de 12 ans a été retrouvée morte dans son lit hier à Enfield. Ce soir, il y a encore plus de questions que de réponses. Les équipes médico-légales sont restées plus de 8 heures sur place, mais la chef indique qu'il n'est toujours pas clair si un crime a eu lieu. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Cassie et voici A Wicked World. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille récemment décédée dans le Connecticut. Mais jusqu'à présent, personne n'a été arrêté pour son meurtre, seulement pour d'autres crimes horribles commis contre elle. Ceci est l'histoire d'Eve Rogers. Eve Elizabeth Rogers est née le 31 août 2013 de sa mère Melanie Federline et de son père Robert Rogers. Elle avait aussi 5 frères et sœurs. On disait qu'Eve était sage au-delà de son âge. Elle aimait profondément se soucier des autres et du monde dans son ensemble. Elle n'a jamais eu peur d'être elle-même et elle défendait les choses auxquelles elle croyait, même dès son plus jeune âge. Eve aimait les animaux, surtout les chats et les couleurs vives. La fillette de 12 ans vivait avec sa mère, Mélanie, ses frères et sœurs, et son beau-père, Anthony Federline, sur Elm Street à Enfield, dans le Connecticut. En septembre 2022, quand Eve avait 9 ans, sa mère l'a retirée de l'école et a décidé de lui faire l'école à la maison pour une durée indéterminée. Puis, dans la matinée du 18 mars 2026, la police a été appelée au domicile de la famille. On leur a signalé que la fillette de 12 ans, Eve, avait été retrouvée sans réaction. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux, ils ont été accueillis par la mère d'Eve, Mélanie, son beau-père, Anthony et son frère de 17 ans. Les ambulanciers ont été amenés dans la chambre d'Eve, où elle gisait au sol, face au plafond. Son corps semblait être en rigidité cadavérique et la partie inférieure de son corps était recouverte d'une couverture. Eve avait également du sang qui sortait de son nez. Il était évident qu'elle était déjà morte depuis un certain temps. Les autorités examinant la fillette de 12 ans, son beau-père, a indiqué qu'on lui avait diagnostiqué un syndrome de tachycardie orthostatique posturale, POTS. C'est un trouble du système nerveux pouvant causer divers symptômes: fatigue intense, anxiété, troubles de la concentration, étourdissement, palpitations cardiaques, problèmes digestifs, etc. Anthony leur a également dit qu'Eve était autiste et qu'elle était en cours de diagnostic pour un trouble bipolaire. Puis le beau-père a soudainement été submergé par l'émotion et a semblé en colère. Il a dit aux agents qu'il avait envie de casser des choses et donc il n'a pas été interrogé sur place. La police a interrogé Mélanie, la mère d'Eve, qui leur a dit avoir vu sa fille pour la dernière fois la veille au soir, entre 10 et 10h30. À ce moment-là, elle était dans sa chambre, la porte fermée à clé, ce qui n'était pas si inhabituel. Mélanie a dit qu'Eve avait parfois du mal à dormir. Lorsqu'elle peinait à s'endormir, elle écoutait de la musique sur son ordinateur, regardait la télévision ou se balançait sur sa balançoire dans sa chambre. Le lendemain vers 10h, la mère a frappé à la porte d'Eve pour la réveiller. La fille avait le sommeil léger, donc cela suffisait généralement. Mais cette fois, cela n'a pas marché, ce qui a inquiété Mélanie. Elle a pris un couteau à beurre et forcé la porte de la chambre. C'est là qu'elle a trouvé Eve allongée sur le sol, face contre terre. Elle pensait qu'elle dormait, mais en voyant son visage en la retournant, elle a couru chercher son mari pour demander de l'aide. Près de la porte dans la chambre d'Eve, les enquêteurs ont trouvé 2 comprimés. L'un était rouge rosé et l'autre était transparent avec une substance poudreuse blanche à l'intérieur. Un autre comprimé ressemblant à de l'aspirine a été trouvé sur son bureau. Eve avait aussi son ordinateur portable ouvert sur YouTube et sa tablette posée au bout de son lit. La police a trouvé dans le journal de la fillette de 12 ans une page « Mon plan de sécurité » et une autre « Questionnaire sur les troubles de l'humeur ». La chambre du frère de 17 ans d'Eve se trouvait à côté, et là, la police allait trouver une assiette avec des pilules bleues dessus. Elles étaient marquées R3060, ce qui correspond à de l'amphétamine utilisée pour traiter le TDAH.
De nombreux flacons de pilules étaient aussi posés sur le bureau de sa chambre. Lors de leur première fouille de la maison, les enquêteurs ont également trouvé un flacon de sel d'amphétamine prescrit contenant 18 comprimés. Ceci est plus couramment connu sous le nom d'Adderall, le médicament pour le TDAH qui avait été prescrit à Eve. Lorsqu'une détective est allée examiner Eve de plus près, elle a retiré la couverture de la partie inférieure de son corps et a découvert qu'elle était nue de la taille jusqu'aux pieds. Ses genoux étaient écartés, exposant ses parties intimes, et son rectum semblait élargi, ce qui était très inhabituel. En plus de tout cela, le soutien-gorge d'Eve avait été abaissé. On aurait dit qu'elle avait été victime d'une agression violente. Alors, comment se fait-il que sa mère, Mélanie, ait pu retourner son corps si elle était déjà en rigidité cadavérique, et ses jambes étaient écartées? Mélanie a ensuite dit à la police qu'elle pensait que sa fille avait des conversations sexuelles inappropriées en ligne avec des personnes sur l'application Discord et en jouant au jeu vidéo Roblox. Elle a également déclaré qu'elle n'était pas au courant qu'Eve était sortie en cachette de la maison environ une semaine avant sa mort. Mais selon le département des enfants et des familles du Connecticut, ils enquêtaient sur un incident au cours duquel la fillette de 12 ans avait quitté la maison vers 2 heures du matin le 11 mars. Elle est ensuite allée à une station-service mobile voisine où elle a volé une boisson énergisante à 4 $. Un agent de police a été appelé sur les lieux et lorsqu'il a demandé à Eve pourquoi elle était dehors à une heure aussi tardive, elle a répondu que c'était parce qu'elle voulait s'amuser. L'agent a finalement payé la boisson énergisante, puis a raccompagné la jeune fille chez elle. Lorsqu'il l'a déposée, la porte d'entrée était ouverte et Mélanie a fait semblant d'être surprise que sa fille ne soit pas à la maison. Elle a dit qu'Eve avait une déficience cognitive, mais qu'elle n'avait jamais rien fait de tel auparavant. C'est une fille de 12 ans, alors je la raccompagne chez elle par courtoisie et parle à ses parents, si tu veux juste aller au Saint-Elme. Il était un peu plus de 2h30 du matin, le 11 mars, lorsque vous pouvez entendre un officier d'Enfield parler au téléphone à propos d'Eve Rogers, âgée de 12 ans. Rassemble quelques infos, je te donnerai un 8 bientôt. Il l'a trouvée sur Elm Street, à environ 13 minutes à pied de chez elle, au numéro 176 d'Elm Street. Oui, tu as dit que tu étais perdu. Vous le voyez taper son adresse et l'aider à monter à l'arrière de sa voiture de police pour la raccompagner chez elle. La police d'Enfield nous a envoyé la vidéo avec le visage de la fille flouté et la voix coupée en raison de son âge, mais on la voit tenir une boisson Monster Rose. La police affirme que c'est la boisson qu'elle a prise à la station mobile. Je dois parler aux parents parce qu'il y a plus que ça. Donc je ne pense pas que ce soit le genre de choses où elle n'avait aucune intention. Je parle aux parents et te donnerai une estimation d'arrivée dans quelques minutes si ça va. Jesus. D'accord. Maman. Bonjour. Police, pouvez-vous remonter à l'étage? Allô? Police? Bonjour. D'accord. Ce chien est-il amical? Salut mon grand, arrête. Encore plus. J'essaie juste de comprendre la situation du point de vue parental. Je ne sais pas si elle n'a jamais rien fait de ce genre. Avant. Et elle n'a pas le droit de sortir au milieu de la nuit. Je suis plus préoccupé par l'aspect parental, comme le rôle de parent là-dedans. S'il y a un problème de déficience cognitive et qu'elle sort de la maison, elle n'a jamais fait ça. Je ne l'accuse pas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais. Je viens de vérifier. C'est vraiment la chose la plus inattendue de sa part, parce qu'en général, elle suit toujours les règles à la lettre. Je dois demander des précisions, car je préfère discuter avec toi pour m'assurer que tu puisses essayer de faire quelque chose. Assure-toi que je ne le fasse pas. Tu n'es pas privé de tablette ou autre. Mais parce que je ne veux pas. Ça ne veut pas dire que c'est une exigence de les services de protection de l'enfance, mais genre, je ne veux pas, Dieu m'en garde, si jamais ça arrivait, je ne voudrais pas.
Non, nous allons nous en occuper. Elle n'a jamais quitté la maison auparavant. Le corps de la fillette de 12 ans a été envoyé pour autopsie. La cause et les circonstances du décès restaient en attente du rapport toxicologique. Cependant, avant que l'autopsie d'Eve ne soit terminée, un kit de prélèvement pour agression sexuelle a été réalisé. Vous savez, puisqu'elle a été retrouvée les jambes écartées et le pantalon enlevé. C'est alors qu'un ADN masculin a été découvert. Puis, le 2 avril, une partie de cet ADN a été confirmée comme appartenant à son beau-père, Anthony Federline. Il y avait 3 contributeurs. L'un était Eve, l'autre était Anthony, et le troisième un contributeur inconnu dont on dit qu'il s'agirait du frère de 17 ans d'Eve. Selon le mandat de perquisition de la police, ils ont confisqué son téléphone portable, ce qui signifie qu'il devait avoir une raison valable pour le faire. Après la découverte de l'ADN d'Anthony, le beau-père a été arrêté. Le lendemain matin, il a également été licencié de son poste de chauffeur de bus. Oui, vous m'avez bien entendu. Il était chauffeur de bus, en fait chauffeur de bus scolaire, pour les écoles publiques d'Enfield. Anthony croyait aussi qu'il était un guérisseur spirituel, tout comme Mélanie. Ils avaient une chaîne YouTube et un site web appelé Grounded Fire, où ils faisaient payer les gens pour effectuer du travail de l'ombre, du reiki et des tirages de tarot. Le couple proposait même des abonnements qui pouvaient aller jusqu'à 33 $ par mois pour leurs services. En regardant leurs vidéos, il est évident que le couple a des croyances vraiment étranges. Nous voulons simplement garder notre respiration calme et régulière. Gardez cette méthode traditionnelle, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Écoutez la musique. Si ce n'est pas assez fort, dites-le moi pour que je l'ajuste. Mais c'est ici que nous entrons dans cet état méditatif et laissons le Reiki faire ce qui est nécessaire. Une carte dans le tarot de leur lecteur préféré récemment, peut-être une carte récurrente que vous voyez souvent. Il est difficile de déterminer ce que cela est censé signifier. Exprimez en ce moment. J'ai l'impression que tout pourrait s'appliquer. Je l'ai sélectionné au lieu de le supprimer, ce n'est pas grave. Je voulais juste la retirer de la liste. Remplis le bol d'émojis et de magie. Streamlabs dira ton nom quand je l'écrirai. Il essaye de me montrer que ça ressemble au Reiki, mais ce n'est pas le Reiki. Donc, c'est utile, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose lié à l'énergie que tu mets dans les choses, mais comme une énergie de guérison. Comme si tu étais un mélange de soins, de guérison et d'art et de purification. Oh, Reiki créatif. Je ne sais pas ce que c'est. Une fois arrêté, Anthony Federline, âgé de 39 ans, a été inculpé d'agression sexuelle au premier degré et de mise en danger d'un mineur. Une caution d'1 million de dollars lui a été fixée. Quand on a demandé un échantillon d'ADN au beau-père, il a dit que c'était comme du sel dans la plaie. Début juillet 2006, un autre mandat de perquisition a été rendu public, révélant des informations supplémentaires sur l'affaire d'Eve. Une bouteille de comprimé de somnifère Benadryl avait été trouvée près du lit où dormaient Anthony et Mélanie. Il ne restait que 3 comprimés dans la bouteille qui contenait à l'origine 250 gélules. Mélanie a dit à la police qu'elle en donnait à sa fille au besoin pour l'aider à dormir. La police a également reçu les résultats du rapport toxicologique d'Eve qui montrait qu'elle avait une dose mortelle de diphénhydramine dans son organisme, le même ingrédient principal que les comprimés de Benadryl. La dose mortelle de ce médicament pour un enfant est de 4390 nanogrammes par millilitre. Apparemment, on a découvert qu'Eve avait 23 000 nanogrammes par millilitre dans son organisme. C'est 5 fois la limite mortelle, soit 1,8 litre. Alors, le fait est que si Eve avait ingéré une grande quantité de comprimés de Benadryl, on aurait trouvé des taches bleues à l'intérieur de son tube digestif puisqu'ils étaient fabriqués avec un colorant bleu. Mais il n'y en avait pas. De plus, les autorités n'ont pas pu trouver d'autres formes de ce médicament dans la maison.
Il n'y avait ni bouteille vide, ni emballage de médicaments sur place. Du Prozac, qui n'avait pas été prescrit à Eve, a également été retrouvé dans son organisme. Mais aucun de ces médicaments prescrits, l'amphétamine et la trazodone, n'a été retrouvé. Le médecin légiste a déclaré qu'Eve avait subi une agression sexuelle 1 à 3 jours avant sa mort. Il s'est avéré qu'Anthony avait été arrêté. Il a dit aux enquêteurs que lui et la mère d'Eve étaient inquiets de sa surconsommation de ces médicaments sur ordonnance. Il a affirmé qu'elle avait pris une trop grande quantité de l'un de ces médicaments environ 1 semaine avant sa mort. Le mandat de perquisition obtenu par l'enquêteur visait également les dossiers d'Anthony chez CVS Care Caremark ainsi que l'historique de ses achats sur Amazon de janvier à mars 2026. Ils cherchent à savoir si un produit contenant de la diphénhydramine a été acheté. Le beau-père a également déclaré qu'il avait utilisé à la fois Facebook et Snapchat pour communiquer avec sa belle-fille, mais il a nié que l'une de leurs conversations ait eu un caractère sexuel. À un moment donné au cours de cet entretien, Anthony a soudainement cessé de parler aux enquêteurs et a demandé un avocat. Un jour après l'arrestation de son mari, Mélanie a de nouveau parlé à la police. Cette fois, elle a décrit sa fille comme étant hypersexuelle et elle a dit qu'elle avait déjà trouvé des conversations inappropriées entre Bev et d'autres personnes sur Internet. Cependant, après avoir examiné l'ordinateur portable et la tablette de l'adolescente, les enquêteurs n'ont pas pu trouver de conversation de ce genre. Ça tombe vraiment trop bien, c'est suspect et franchement écœurant. De toute évidence, Mélanie essayait de couvrir son mari et de rejeter la faute sur Eve à la place. Le téléphone portable de la jeune fille n'a pas encore été retrouvé. Mélanie a affirmé qu'il était cassé et dit qu'elle ne sait pas où il se trouve, ce qui me paraît aussi un peu louche. La mère d'Eve a également déclaré qu'elle s'inquiétait que sa fille abuse de ses médicaments sur ordonnance et de ceux de ses frères et sœurs. Mélanie a dit qu'à cause de cela, elle et Anthony gardèrent les médicaments dans une boîte verrouillée au sous-sol depuis 2 ou 3 mois. Selon le mandat de perquisition de la police, Mélanie a récemment fait des achats sur Amazon et a acheté un jouet sexuel pour sa fille de 12 ans. Quelques jours après la mort d'Eve, son beau-père et sa mère ont publié une vidéo sur leur chaîne YouTube dans laquelle ils décrivaient son décès et parlaient du processus de deuil. Une autre chose qui est un peu étrange, si vous voulez mon avis. Les législateurs envisagent maintenant de modifier la loi de l'État afin d'exiger que le département de l'éducation signale au département de l'enfance et de la famille les noms des familles qui retirent leurs enfants des écoles publiques. Ils détermineraient alors si la famille a des dossiers en cours chez eux. Cela a toutefois rencontré une vive opposition des familles pratiquant l'école à la maison dans le Connecticut. Elles disent qu'elles sont injustement tenues pour responsables des tragédies récentes comme celle d'Eve. La mère d'Eve, Mélanie, a fait une déclaration publique dans laquelle elle a dit que les écoles publiques d'Enfield n'avaient pas laissé tomber sa fille. Au contraire, elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient. Mélanie a aussi déclaré que la seule faille possible était dans le système médical. Eve avait des rendez-vous chez des spécialistes prévus des mois à l'avance et peut-être que quelque chose aurait été détecté. Beaucoup de gens pensent que Mélanie a été complice de la mort et de l'agression sexuelle de sa fille, tout comme Jennifer Soto et Madeleine Soto. Et je dois dire que je suis d'accord, car il semble que Mélanie devait forcément savoir qu'il se passait quelque chose chez elle. Puis, après l'arrestation d'Anthony, il semblait qu'elle essayait encore de le couvrir. Il y a aussi le fait qu'elle a acheté un jouet sexuel à sa fille de 12 ans. Depuis la mort d'Eve, un mémorial en sa mémoire ne cesse de grandir à quelques minutes seulement de l'endroit où elle vivait. Les voisins et la communauté refusent d'oublier la fillette de 12 ans. Une veillée en l'honneur d'Eve est également prévue devant le tribunal local le 28 juillet. Il reste encore tellement de questions concernant cette affaire. Et à mesure que le temps passe et que les enquêteurs poursuivent leur travail, les habitants de la communauté d'Enfield cherchent des moyens d'honorer cette petite fille de 12 ans et de faire vivre son histoire. L'un de ces moyens est ce mémorial qui ne cesse de grandir sur Elm Street. Nous ne voulons pas que la petite fille soit oubliée. C'est pourquoi une voisine d'Enfield continue d'agrandir ce mémorial depuis mars, quand une fillette de 12 ans a été retrouvée morte chez elle, à seulement quelques minutes d'ici. Nous voulions simplement que la ville sache et que... Pour toute audience, nous voulons que justice soit faite pour elle et toutes les personnes vivant ce type d'épreuve. La police d'Enfield et la protection de l'enfance poursuivent l'enquête sur la mort de la jeune fille.
Cela pourrait durer encore de nombreux mois. Cela pourrait même durer quelques années. Je suis prête à maintenir la clôture aussi longtemps qu'il le faudra. On essaie de faire vivre sa mémoire, de garder son souvenir vivant. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Eve. J'espère qu'il y aura bientôt une mise à jour à ce sujet. Et son beau-père est accusé de son meurtre. Il doit actuellement comparaître de nouveau devant le tribunal le 28 juillet, le même jour que la veillée d'Eve est prévue. Et j'espère aussi que Mélanie sera inculpée, car il semble évident qu'elle devait savoir que quelque chose se passait. Qu'en penses-tu de celle-ci? Si tu aimes les histoires criminelles et veux que je te les raconte, clique sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. Et active aussi les notifications, comme ça tu sauras quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir suivi A Wicked World. À bientôt, prends soin de toi. Salut! Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Plus de contenu d'A Wicked World est désormais disponible sur Patreon. Rendez-vous sur patreon.com/awickedworld ou l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à l'adresse awickedworld@gmail.com.